19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 17 juin 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève nécrologique. En effet, la famille de la presse nigérienne en deuil avec le rappel à Dieu de notre confrère Adamou Amadou, journaliste au groupe de presse Canal 3 Dosso et également correspondant régional du groupe de presse Labari au titre de la région de Dosso. Décès survenu ce matin même à Niamey. L'enterrement a eu lieu cet après-midi au cimetière musulman de Yantala. Adamou Amadou, adieu et que la terre te soit légère. Amen. Une autre brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Halidou du SINASEV, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger vont passer leur 92e nuit de détention dans la maison d'arrêt de Daïkena, Wolom et Kolo. C'est dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Sortie médiatique des avocats de certains fournisseurs du ministère de la Défense nationale cités dans le rapport d'audit continu de cécité et des réactions. La dernière, c'est celle de l'acteur de la société civile Noufou Mamadou Arzika que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine. Ça serait dans notre édition de demain. Noufou Mamadou Arzika. Il y a des gens qui sont en cause et dont on a vu clairement le niveau d'enrichissement. On les connaît avant qu'ils soient nommés à ces fonctions. On connaît qui ils sont. Et voilà, aujourd'hui, on les retrouve dans une situation où ils sont devenus des magnats, des multimilliardaires, ils constituent désormais la nouvelle nomenclature, la nouvelle classe moyenne, avec les ressources qui les permettent d'acheter tout ce que nous sommes en train de connaître et de savoir aujourd'hui, parce que les langues se délient là. Voilà pourquoi nous considérons que ce que les avocats là ont fait, c'est peine perdue. C'est juste pour continuer, en fait, amuser la galerie. Tout ce qui a été dit et qui a été relevé et qui est susceptible d'avoir une qualification pénale, c'est au juge de décider. Ce n'est pas à l'avocat. Maintenant que les avocats soient dans la position, parce qu'ils doivent justifier qu'ils sont en train de faire quelque chose pour qu'ils puissent bénéficier, comment on appelle ça, des honoraires importants, et qu'ils prennent leur part du pactole qui a été encaissé par tous ces gens-là. Nous comprenons bien cela, mais nous estimons que c'est ridicule et que c'est même un acte, une démarche ignoble, qui ne doit pas être, de notre point de vue, observée, parce qu'elle n'est pas de nature à permettre à l'opinion de comprendre. Personne n'est aujourd'hui disposé dans sa tête à comprendre que ce qui s'est passé au niveau du ministère de la Défense, que quelqu'un vient nous dire qu'il n'y a rien, que ce n'est que du bruit, que tout ce qui s'est passé est normal, et que tout ce qu'on a reproché, même ce que les gens ont reconnu, c'est considéré comme étant dans l'ordre normal des choses et qu'il n'y a pas de faute dedans. On attend de savoir ce que le juge va dire. C'est pour ça que nous considérons, nous, on n'a pas besoin de longues polémiques. La seule chose qui nous préoccupe et qui nous intéresse, sur laquelle on attire l'attention de tout le monde, c'est que nous devons rester fermes, stoïques et imperturbables dans ce combat qui doit exiger que la vérité se fasse savoir, que des sanctions soient faites et que de manière proportionnée, chacun à la hauteur de la faute qu'il est venu à commettre et en vertu de nos lois, c'est ce que nos lois n'ont pas prévu. En vertu de nos lois qui sont là,
on va savoir ce que la justice va dire. Le collège que nous avons suivi d'avocats, et parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils peuvent, c'est la ligne de défense qu'ils se donnent pour vouloir défendre leurs clients. Je pense que chacun doit garder son sang-froid et savoir raison garder. Nous restons lucides. Nous restons lucides dans la suite, dans le suivi de ce dossier, et personne ne peut perdre. Donc ils perdent leur temps. Ceux qui pensent qu'ils peuvent ramener à contre-courant et chercher à vouloir torpiller les gens. Rendez-vous donc demain dans notre grande édition pour suivre l'intégralité de cette intervention de Noufou Mamadou Arzika. La CNDH et le barreau du Niger ont signé une convention qui vise à assister les défenseurs des droits humains en cas de problème avec la justice. Le projet est financé par l'Union européenne et a été vivement accueilli par les acteurs de la société civile. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Désormais, les défenseurs des droits humains se verront assistés par les avocats en cas de problème et cela sans pour autant payer un rond. Cette action a été concrétisée à travers la signature de convention entre la Commission nationale des droits humains CNDH et le barreau du Niger, ce qui est apprécié par les acteurs de la société civile. Les défenseurs des droits humains, les journalistes, les activistes ont fait un travail exceptionnel. Nous faisons partie en tout cas de ceux qui se battent quotidiennement pour la défense des droits humains, pour le respect de l'état de droit, de la démocratie. Et comme vous le savez, ce sont des métiers qui ne sont pas sans risque. Et quand il y a des risques, il faut aussi qu'on sache qu'il y a quand même des organisations qui défendent, qui assistent ces gens. Et c'est dans ce cadre que nous avons suivi avec intérêt la convention qui a été signée entre la Commission nationale des droits humains et le barreau. Et c'est dans le cadre d'un projet intitulé Appui aux défenseurs des droits humains. C'est un projet qui est mis en œuvre, porté par la Commission nationale des droits humains avec l'appui de l'Union européenne. Donc, à travers ce projet, la Commission nationale des droits humains va désormais assister de manière juridique et judiciaire les potentiels candidats à la prison ou en tout cas ceux qui arrivaient à être arrêtés. C'est l'Union européenne qui prend en charge les honoraires des avocats. Un geste qui vient à point nommé, surtout en ce moment où les défenseurs des droits humains sont inquiétés. Rappelez-vous cette loi sur la cybercriminalité. L'article 31 de cette loi nous met en insécurité juridique et judiciaire. Rappelez-vous de toutes les arrestations qui sont en train d'être faites. Moi, je suis la première victime au Niger de cette loi. Donc, qui mieux que moi peut parler de cette loi et peut dire qu'il est bon d'avoir des cadres ou des institutions qui nous défendent. Quand vous prenez l'article 31, par exemple, de cette loi sur la cybercriminalité, l'article est intitulé « Propagation des fausses nouvelles ». Des fausses nouvelles. Donc, il faut au préalable, pour que on te poursuive, que l'information que tu as publiée soit une information non seulement fausse, mais une information qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne humaine. Imaginez dans mon cas, l'objectif n'était pas de dire que l'information que tu as publiée est fausse. Non, on dit que non, ça a porté atteinte à l'honneur. Même si c'est une information vraie, vérifiable sur le terrain, quand vous publiez, si quelqu'un pense que ça porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne, eh bien tu peux être... Il n'y a pas plus en insécurité juridique que celle-là. Donc, je lance vraiment un appel à l'endroit des activistes, des journalistes, des organisations de la société civile, des défenseurs des droits humains, pour qu'on soit assez responsables dans notre travail. Et nous l'avons toujours été, mais sauf que nous sommes en face d'un gouvernement qui bâillonne les libertés publiques, d'un gouvernement qui ne veut pas entendre la raison. Et c'est ça qui fait que nous sommes en insécurité. Je pense qu'ils vont savoir raison garder. Pour bénéficier d'une défense gratuite, l'acteur doit faire preuve de responsabilité, mais aussi appartenir à une structure connue qui œuvre inlassablement dans la défense des droits humains et des libertés fondamentales. La mine de la compagnie minière d'Akuta, Kominak, sera fermée le 31 mars 2021. Une fermeture qui n'est pas sans conséquence sur la Sonichar, mais aussi sur la population d'Arlit en général. Une situation dénoncée par la coordination de la société civile d'Arlit à travers un communiqué de presse rendu public hier mardi. Le résumé de ce communiqué de presse est avec Asma Ousseidou.
Rappelons que les deux sociétés minières, Somaïr et Cominac, disposent chacune d'une centrale électrique diesel pouvant satisfaire largement leurs besoins énergétiques. Pour des raisons économiques, l'électricité produite par les deux centrales est trop chère. Les sociétés minières ont opté pour l'énergie du charbon de la Sonichar. Cette situation a pour conséquence l'épuisement de deux ressources naturelles, l'uranium et le charbon, pour un profit dont les chiffres économiques en disent long sur le budget national, seulement 5%. Parallèlement, ces dernières années, pour permettre à la Sonichar de survivre, l'État du Niger a consenti des exonérations fiscales importantes à travers une loi votée par les députés nationaux. Comme on peut l'imaginer, les villes d'Arlit et Agadez devaient être alimentées par l'énergie électrique de la Sonichar à travers la Nigélec. Malheureusement, cela n'est possible que si les sociétés minières Somaïr et Cominac ont satisfait leurs besoins. On note aussi que la Sonichar vend de l'électricité directement aux sociétés minières. Aujourd'hui, la fermeture de la Cominac s'annonce pour le 31 mars 2021. Cela veut dire que la Sonichar va perdre 60% de ses recettes. La Somaïr ne peut à elle seule assurer de financer le manque à gagner de la Sonichar. La Nigélec est non seulement un mauvais payeur ou non payeur et ne dispose d'aucune infrastructure énergétique ni à Arlit ni à Agadez. La formule selon laquelle, dans le plan de réaménagement de la Cominac, il est prévu la cession de la centrale électrique de la Cominac à la Nigélec est totalement illogique, car si la Cominac, qui produisait de l'uranium, n'a pas pu faire fonctionner cette centrale diesel, comment la Nigélec, mauvais payeur, pouvait-elle la faire fonctionner si cette centrale est cédée à la Nigélec? Le personnel aussi doit être recruté par cette dernière et se préparer à faire face à une consommation de carburant et huile d'au moins 20 000 litres par jour et trouver des pièces de rechange des moteurs qui ne sont plus fabriqués nulle part dans le monde. À toute cette situation, il s'ajoute pour la Sonichar la construction d'une centrale photovoltaïque à Agadez pour alimenter cette ville qui du coup réduit la marge de manœuvre de cette dernière. En vertu de tout ce qui précède, on constate que la fermeture de la Cominac, hormis les autres conséquences socio-environnementales et économiques, conduit, si on ne prend garde à la fermeture de la Sonichar, à la déstabilisation sérieuse et grave de la vie de la Somaïr, à l'incapacité totale de la Nigélec de fournir de l'électricité. C'est pourquoi la coordination de la société civile d'Arlit informe et sensibilise les uns et les autres à travers ce communiqué de presse et recommande la prise en compte de la problématique de la Sonichar à travers le RDS, financement du manque à gagner pendant une période d'au moins 20 ans, les privatisations de la Sonichar en ramenant les actions de l'État à hauteur de 30% en accordant à la Sonichar le monopole de la vente directe d'électricité aux villes de la région d'Agadez et du Niger en général, le raccordement du réseau venant de la Sonichar au réseau électrique national, la liquidation ou le démantèlement de la centrale de la Cominac, l'installation d'une centrale solaire pour alimenter la ville d'Arlit. La coordination de la société civile d'Arlit s'inquiète du caractère confidentiel et secret qui entoure le processus de la fermeture de la Cominac et estime que le programme de réunion du comité national prévu en 3 sessions, dont celle de septembre 2020, serait le coup de grâce assigné à cette société, nous interpelle et nous nous interrogeons sur la nécessité d'y participer et d'en accepter la conclusion. En tout cas, pour l'instant, tout se passe selon la volonté et le programme d'Orano ex Areva. La coordination de la société civile rappelle que toutes les questions techniques, sociales et sociétales du processus de fermeture de la Cominac ne sont pas au-dessus ou en dehors des droits des populations d'y participer et d'en discuter en dépit des humeurs et des complots d'Orano ex Areva. La campagne de restitution des acquis dans les partis politiques au profit des femmes se poursuit. Ce matin, c'est le tour des femmes des partis MNSD Nassara et PSD Bassira. Et cette initiative est celle de l'ONG FAD Niger. Nafisa Touzakoué chez Boudjus.
Après les femmes du MPN Kishinkasa et du Modem FA Lumana, c'est au tour ce 17 juin 2020 des femmes du PST Basira et du MNST Nassara de procéder à la restitution des acquis dans les partis politiques au profit des femmes. Cette campagne de restitution rentre dans le cadre de la réalisation du projet Amélioration de la participation politique des femmes en vue des élections futures au Niger. La campagne vise plusieurs objectifs. L'ONG FAD a eu à faire le lancement d'une campagne de restitution dans les partis politiques. Cette campagne de restitution a pour objectif d'augmenter le nombre de bénéficiaires de formation sur les thématiques de texte juridique et de communication politique. Alors, ces restitutions sont faites par les bénéficiaires, organisées et réalisées par les bénéficiaires des formations qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet qui est Amélioration de la participation politique des femmes en vue des élections futures au Niger. Les avantages de cette restitution sont déjà l'augmentation du nombre de femmes formées sur les thématiques de texte juridique et de communication politique, l'amélioration qualitative de la participation des femmes en politique et aussi l'augmentation de la solidarité des femmes, puisque ces restitutions sont faites en binôme. Nous mélangeons deux partis politiques et nous les incitons à organiser ensemble les restitutions dans l'un des partis pour montrer aux femmes l'avantage de la solidarité au-delà des clivages politiques. Procédant à la restitution de cette formation de 3 jours, les représentantes des femmes des partis MNST Nassara et PST Basira ont salué et encouragé l'ONG FAD pour cette initiative combien bénéfique pour les femmes. Godiya muke ma ONG kuma yau aikin da ya kamu na yau shine horo da matan mu nan Yamai suka samu za su maimaita mana mu ma in muka je cikin partin mu in muka je cikin komin in mu duka mu bin mu maimaita ma mata. Kuna irka ne ifo se irka formation foni no way bor fo se man wara ku no du saya ga koy zama singite kyarbande wo kan yandu mo asingite am to nongo kulu ya dinga bore kan dudi nga ino irgi ye kan yo hun kuna nga irmo way bor fo yambo feeri nga mo wo ki dudi im zumbunda nga ikure ira koy bon way bore bon feeri gatinga no il politiko ko gabu tonton way bore ya dinga irmire la kaliyenti irma hangan hanki ga bagane irma goydo kine irma kokarimo irkoymu de irkulse. Ainsi, durant une demi-journée, les femmes du centre de formation politique seront édifiées sur la participation politique des femmes en vue des élections futures au Niger. Comme chaque mercredi, place à présent à la rubrique hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur le thème comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un thème développé par Maître Nebi Amani Mustafa, avocat à la Cour. Très bonne réception. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui permet de rendre la justice de manière rapide, simple et moins coûteuse. Toutes les fois où une personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, eh bien on dit sur sa demande ou sur la demande du procureur de la République, à condition que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie soit punie d'une peine inférieure à 10 ans. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas que la personne soit un mineur. Donc, relativement à la peine, une peine inférieure à 10 ans. Quant à la personne, il faut que la personne soit un majeur sur le plan pénal. Donc, c'est cette personne qui est âgée de plus de 18 ans. Si le procureur décide de faire application de cette procédure, soit sur sa demande, parce qu'il a aussi cette possibilité de faire la proposition à cette personne
qui en réalité s'est déjà amendé. Parce que comme on a l'habitude de le dire, une faute avouée est à moitié pardonnée. Voilà une personne qui reconnaît avoir commis l'infraction, qui donne les détails nécessaires pour cette commission de l'infraction. Eh bien, on dit le procureur de la République peut décider de son propre chef de lui faire la proposition. Donc, il faut comprendre qu'à ce stade, on n'est pas encore à une décision devenue définitive. Ça reste une proposition de peine. Là, la personne qui a reçu cette proposition, eh bien, a cette possibilité d'accepter ou de refuser. Et on dit aussi que la personne peut demander un délai de 3 jours pour réfléchir sur la peine qui lui a été proposée. La deuxième situation, c'est que une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qui se retrouve dans les deux conditions que nous avions citées ci-dessus, peut demander au procureur de la République de lui faire le bénéfice, de lui donner le bénéfice de cette procédure, qui permet de juger de manière rapide. Eh bien, pour le déroulement de la procédure, le procureur lui fait d'abord un résumé des faits qui lui sont reprochés. La qualification pénale, les faits en tant que tels, et le procureur lui fait une proposition de sanction, une proposition de peine. Là, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est une procédure qui demande à ce que la personne soit assistée par un conseil. Si la personne a les moyens, si la personne a déjà son conseil commis par lui-même, par ses choix ou par ses parents, eh bien, le procureur en prendra acte. Si la personne n'a pas les moyens, eh bien, on dit le président du tribunal, de la juridiction qui va connaître l'affaire, sera appelé à lui désigner un conseil commis d'office. La seule exception, on dit, c'est quand la personne poursuivie renonce de manière non équivoque à cette assistance. Parce que l'objectif étant de mieux conseiller la personne pour que la personne ne soit pas lésée. Parce que seuls les avocats, ou disons les avocats, sont à même de comprendre si une peine est juste ou pas, au regard des faits de l'espèce. Eh bien, on dit, la personne sera conseillée, sauf si la personne décide de renoncer. La peine proposée par le procureur de la République, on dit, ne peut être supérieure, je dis bien supérieure, à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur de la République peut décider de son chef de faire assortir l'intégralité de cette peine proposée ou une partie de cette peine proposée par une peine d'emprisonnement assortie du sursis. Au-delà de la peine d'emprisonnement, il y a aussi une peine d'amende. Et là, le législateur nous dit, cette peine d'amende ne peut être supérieure au montant de l'amende encourue, ni inférieure à la moitié de cette amende. Donc, la loi a vraiment bien encadré cette procédure, de telle manière qu'il y a une proposition qui a été faite, mais cette proposition doit rester dans les termes de la loi. Parce que j'expliquais tantôt que la peine d'emprisonnement ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue. Si c'est de l'amende, ça ne peut être supérieur au quantum de cette amende, ni inférieur aussi à la moitié de cette peine d'amende. Et bien après cette proposition, si la personne décide d'accepter directement la peine qui lui a été proposée, eh bien le procureur de la République signe avec cette personne ce qu'on appelle un procès verbal de reconnaissance préalable de culpabilité. On signe un procès verbal où on fait démontrer d'abord, on explique la qualification, les faits d'abord pour lesquels la personne a été poursuivie, la qualification juridique donnée par le procureur de la République, la peine proposée
d'abord la peine encourue pour l'infraction, et puis le procureur revient pour donner la peine proposée. Et là, si la personne décide de donner son accord sur le champ, eh bien, la mention de cet accord va mentionner sur le procès verbal. Et les deux parties signent le dit procès verbal avec le conseil, soit désigné par la personne, soit commis d'office. Eh bien, là, si la personne n'a pas de conseil, elle peut décider de renoncer de manière non équivoque à l'assistance d'un conseil. Eh bien, dans ce cas, si le procès verbal a été signé, on dit, au-delà du procès verbal, il faut que le dit procès verbal soit entériné par un juge. Donc là, on renvoie le dossier à un juge, à une audience. Le jour même, s'il y a une audience en cours ou le jour le plus proche, on fait enrôler le dossier. S'il y a une partie civile dans la procédure, on fait appeler cette partie civile pour lui expliquer que voilà ce sur quoi le procureur s'était entendu avec la personne poursuivie. Voilà la peine qui lui a été proposée. Voilà l'acceptation de cette peine. Eh bien, qu'est-ce que la personne a dit par rapport à ses intérêts civils? C'est extrêmement important. Parce qu'une partie civile n'a rien à voir avec la peine d'emprisonnement qui lui a été proposée, qui a été proposée à la personne poursuivie. Certes, c'est elle qui a été directement souffert de l'infraction, mais pour ce qui est de la peine, c'est du ressort du ministère public. La partie civile est là pour préserver ses intérêts civils. Eh bien, on va appeler cette partie civile pour se prononcer sur ses intérêts civils. Quand le dossier arrivera à l'audience, le président de l'audience va vérifier la réalité des faits. Qu'en est-il des faits? Est-ce que les faits existent? Après cette vérification, le président va vérifier la qualification juridique donnée par le procureur de la République. Eh bien, après cette qualification juridique, le président va vérifier la peine qui a été proposée. Parce que, comme je le disais, tout doit rester dans les limites de la loi. Si tout est OK, eh bien, il revient au président maintenant de demander à l'audience est-ce que la personne poursuivie accepte cette transaction pénale. Eh bien, si la personne accepte, là, le président va juste constater cette transaction et homologuer ça. Mais si la personne refuse à l'audience d'accepter cette proposition, eh bien, le président, disons, va rejeter cette demande de transaction pénale. Ou l'autre situation, c'est que le président peut de lui-même constater que les conditions qui doivent être remplies pour que cette transaction ait lieu ne sont pas là, eh bien, le président peut de lui-même rejeter cette transaction pénale. Ce qu'il faut aussi soutenir, c'est que il y a certaines infractions qui ne peuvent pas connaître de cette procédure. C'est l'article 379-10 de notre code de procédure pénale qui nous donne la réponse. On dit cette procédure n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles ci-après. Elle n'est pas applicable aux infractions d'introduction, de fabrication, de culture et vente de substances psychotropes punies de peine criminelle. Elle n'est pas non plus applicable quand pour des faits impliquant plusieurs personnes, toutes ne l'acceptent pas. Si par exemple une infraction commise par 2 ou 3 personnes, une personne accepte cette proposition, les autres refusent d'accepter cette proposition, eh bien, cette transaction pénale ne peut trouver application. C'est le cas aussi d'une infraction portant sur la fausse monnaie, le délit de fuite, les séquestrations et arrestations arbitraires, l'aliénation de la liberté d'autrui, les atteintes à la pudeur,
les actes impudiques sur mineurs de même sexe, les mutilations génitales féminines. C'est pour vous dire que depuis un certain temps, parce que c'est une révision de 2007, donc depuis un certain temps, le législateur a vraiment créé les conditions pour qu'il y ait une justice accélérée et une justice plus juste pour ces personnes qui reconnaissent leur tort. C'est cela aussi la justice, c'est la célérité, c'est cela aussi la justice. C'est pour permettre à ce que ces personnes ne se retrouvent pas dans des dossiers qu'ils vont traîner derrière eux toute leur vie. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que même le dossier qui se trouve en instruction, la personne qui reconnaît les faits peut, par son biais ou par le biais de son avocat, écrire une correspondance officielle au procureur de la République où il va retracer les faits qui lui sont reprochés, il va reconnaître les faits qui lui sont reprochés et faire cette proposition au procureur de la République de lui faire application de la reconnaissance de cette procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Donc, depuis un certain temps, je vous dis, nos juridictions ont commencé à faire l'application de cette procédure. Tout ce qui reste à dire, c'est que le commun des mortels doivent aussi s'en saisir de cette situation pour demander le bénéfice de l'application des dispositions 379-1 à 379-10 du Code de procédure pénale.